Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle chronique taraborienne. Eh bien, on va continuer un petit peu avec quelques petites précisions, toujours sur la campagne Les Arcanes de Zomorod, donc une campagne orientée Sword and Sorcery. Alors l'idée derrière tout ça, c'est un peu la quête ultime, la quête qui m'anime depuis maintenant toutes ces années où je suis maître de jeu, c'est de parvenir à trouver le point d'équilibre, le meilleur point d'équilibre entre les trois axes des jeux de rôle, à savoir le côté roleplay, le côté simulation, c'est-à-dire essayer d'émuler vraiment un cadre, une couleur particulière, et puis le côté plus ludique, de façon à ce que pour les joueurs, ce soit vraiment une partie de plaisir, entre guillemets, pour les joueurs dont le maître de jeu fait partie. Hein. Je me mets dans la même nasse que les joueurs, en fait. Alors sur cette campagne, j'ai reprécisé quelques petites choses aux joueurs avant que nous démarrions donc par le préquel, hein, où ils seront séparés en deux groupes, un groupe de 2, un groupe de 3, avant une éventuelle réunification au cas où il y aurait de la survivance. Donc je leur ai rappelé qu'on n'était pas vraiment dans la fantaisie telle qu'ils ont l'habitude de la jouer en jeu de rôle. Bon, c'est un phénomène observé depuis des années et qui, je trouve, s'est beaucoup accéléré ces derniers temps. C'est-à-dire que pour ne pas laisser de joueurs de côté, mis à part les jeux old school qui sont restés un peu plus sérieux entre guillemets de ce point de vue-là, on a quand même vu fleurir tout un tas de règles type point de destin, on échappe à la mort, etc., afin de faire diminuer la mortalité du jeu. Alors c'est à la fois pratique parce que ça permet de jouer des campagnes à leur terme avec le même personnage. Mais moi je trouve que ça casse un peu de l'intérêt de ce jeu. C'est comme si vous faites une partie de petits chevaux en disant bon bah on s'en fiche de savoir qui va arriver le premier. Je pense qu'en jeu de rôle, surtout je parle de jeux de rôle dans des univers médiéval fantastiques, jeux d'aventure on va dire, où il y a quand même de la sagacité pour passer des challenges, mais aussi des combats. Au cours desquels, si le système de jeu est bien fait, les joueurs vont pouvoir démontrer toute leur tactique. Eh bien, je pense que si on élimine trop le côté mortalité, ça perd bigrement de son intérêt. Donc voilà, donc j'aurais bien expliqué au début, déjà on démarre en se faisant 2 personnages chacun. L'idée c'est qu'ils aient toujours un personnage en réserve, de manière à ce que ce soit pas non plus une difficulté supplémentaire dans l'emploi du temps du joueur de se refaire un personnage pour pouvoir revenir dès la séance prochaine. Parce que c'est vrai qu'on a tous des emplois du temps un peu tendus et que malgré tout, si on veut consacrer un petit peu de temps pour réfléchir à son personnage et puis le construire de la bonne façon, en tout cas d'une façon qui nous plaise. Voilà, il vaut mieux avoir des personnages d'avance, quitte à changer quelques petits trucs au moment où on les fait rentrer dans le scénario. Surtout que moi j'ai besoin de les avoir un petit peu avant pour les intégrer, de manière à travailler un petit peu le raccord avec la narration de la campagne. Donc ça, c'est le premier point. Donc je leur ai rappelé qu'on n'était pas dans un jeu de fantasy, que les choses étaient beaucoup plus centrées sur leur personnage, à savoir, ils n'interpréteront pas une troupe, c'est une somme d'individus qui, à l'instant T, se retrouvent à avoir des intérêts à faire des choses ensemble. Mais chacun des personnages a bien une personnalité propre, certes, mais également des motivations, voire des buts, des objectifs qui lui sont personnels. Et tout comme dans la vraie vie, j'allais dire, bon bah ce genre de choses qui sont au cœur de ce qui constitue un individu, au-delà de ses souvenirs et puis de sa capacité émotionnelle, son intelligence émotionnelle à ressentir les choses, c'est quand même ça, c'est quand même d'avoir des principes, des axes, des buts, des motivations. Donc moi, pour le côté simulation, je tenais à ce que ça soit présent, de manière à bien faire comprendre à chaque personnage que derrière chacun
de ses choix, voire de ses interventions, derrière chacune de ses interventions, eh bien, il faut qu'on sente cela. Il faut qu'on sente qu'en fait, tout à fait naturellement, il est autocentré sur son personnage. Alors le point d'équilibre est difficile à trouver. Il ne faut pas non plus que pour un oui, pour un non, ça se mette à dégainer les épées et à se sabrer en plein milieu d'une soirée de ripaille dans une auberge. C'est pas le but non plus. Le but, c'est aussi de pouvoir investir toutes les scènes hors scène de, j'allais dire, hors scène de résolution qui sont encadrées par des mécaniques. Parce que lorsqu'on est dans du challenge social, c'est assez facile et assez naturel pour tout le monde autour de la table d'y aller de sa petite argumentation, de son petit roleplay, etc. Là où ça devient plus difficile, c'est quand les personnages se retrouvent entre eux, ou bien souvent quand on essaye de laisser un peu tourner la caméra centrée sur les personnages, bah, il se passe pas grand-chose en fait. Souvent, il y a trop d'accointance entre ce que chacun des personnages veut faire, et il n'y a pas assez, je trouve qu'on sent pas assez la personnalité de chacun des joueurs, qui sans nécessairement se fâcher ouvertement avec le reste de ses compagnons, va quand même mettre à profit son roleplay pour essayer un petit peu de tirer la couverture à lui. J'ai constaté ça notamment dans la dernière campagne qu'on a jouée, le premier chapitre d'une campagne La Malédiction du Grand Vert qui se déroulait dans Golarion, où systématiquement, par exemple, la dimension entre guillemets petite course entre les personnages, alors course à la récupération d'objets, course à la récupération d'infos, course au lead de la troupe, c'est peut-être ce qui a fonctionné le moins bien en fait. C'était presque à chaque ouverture de coffre, par exemple, ça semblait une évidence pour tout le monde qu'on allait répartir ce que l'on trouvait d'une façon équitable. Bien souvent, lorsqu'un personnage disposait d'informations personnifié, enfin personnel, et dont il était le seul à connaître la teneur, ils s'empressaient de les partager avec les autres joueurs, sans nécessairement essayer de construire un jeu d'influence, un mini-jeu de pouvoir à l'intérieur de la troupe, qui, moi je trouve, amène beaucoup de sel. Notamment donc dans toutes ces scènes qui ne sont pas des scènes ni de combat, ni de challenge social, ni de challenge par rapport à des éléments ou des voyages ou des choses comme ça. Donc j'ai bien insisté là-dessus et j'espère que ça va porter ses fruits et qu'on va parvenir à prendre quelques crans là-dessus également. La partie, j'ai envie quand même d'essayer que cette campagne soit vraiment ne laisse pas la simulation de côté. Alors bon, simulation, c'est un bien grand mot. Moi, ce que j'entends par simulation, c'est que je veux vraiment faire tout mon possible pour que les joueurs aient vraiment le sentiment que leur personnage n'est pas dans une Xème campagne de fantasy et surtout de high fantasy. Donc je vous avais déjà expliqué dans une vidéo précédente un petit peu tous les twists que j'avais fait avec les règles, en prenant des éléments à droite, à gauche, en partant sur le moteur de résolution de Pathfinder, première version, et puis en y adjoignant plusieurs choses pour la couleur. Je veux que ça dépasse aussi le simple fait que le côté Sword and Sorcery ne provienne que du décor. J'ai envie d'amener les joueurs à changer un petit peu, enfin essayer en tout cas, de changer un petit peu leurs habitudes et de pas interpréter ce personnage, s'ils jouent par exemple un guerrier ou un voleur, comme le Xème voleur qu'ils ont joué dans Golarion, par exemple, qui est un univers quand même beaucoup plus high fantasy. Ou dans les royaumes oubliés, enfin voilà, vous pouvez multiplier les exemples à l'infini, je pense que vous comprenez très bien ce que j'essaye de vous dire. Alors, on va voir comment ça va se mettre en place à la table. J'ai envie aussi que les joueurs que les personnages aillent se chercher entre eux par le roleplay, que je ne sois pas tout le temps obligé nécessairement d'amener du tour de table afin de savoir ce que chacun fait. Plus les joueurs seront proactifs, je leur expliquais que la campagne était relativement ouverte, et que ça va être à eux de se positionner et de faire des choix
et de tirer un peu dans le sens qu'ils veulent, ou de se diriger en tout cas dans le sens qu'ils souhaitent. Alors, pour aller dans ce sens-là, j'ai encore fait un petit rajout au niveau des règles, c'est-à-dire que j'ai été pioché dans la version Conan deuxième édition. Voilà, la première version avait été traduite chez l'Atalante, mais c'était Mongoose, pardon. Mongoose au départ, donc là il s'agit de la deuxième version, et là-dedans j'ai été chercher tout ce qui était un petit peu de l'ordre de la couleur, de l'équipement, mais aussi des armes et des armures, pour vraiment, encore une fois, éviter d'avoir quelque chose de trop large, où finalement, si on prend Ultimate Combat de Pathfinder, là on se retrouve avec des armes qui sont pas du tout raccord avec, d'après moi, en termes de simulation, avec de la Sword and Sorcery. Et il faut que ces éléments, qui ont donc un aspect mécanique, puisque les armes sont régies un petit peu différemment, je vais vous expliquer d'ici une petite seconde comment ça fonctionne, il faut que ces éléments soient un moteur à aller dans ce sens-là, un moteur à amener la simulation vers quelque chose vraiment de Sword and Sorcery. Encore une fois, centré sur les personnages, avec des personnages qui ne sont pas des grands héros, avec des personnages qui ne courent pas nécessairement après faire de l'épique, qui sont plus dans de la survie ou des petits intérêts personnels à défendre pour essayer de survivre dans cet univers assez dur, somme toute. Alors, au niveau des armes et des armures, la principale différence, c'est que les armes font un peu plus de dégâts. Bon, elles sont scriptées quasiment comme les armes de Pathfinder, c'est comme ça que j'ai pu faire ce petit tour de passe-passe, si ce n'est qu'elles font un peu plus de dégâts, parce qu'en réalité, les armures sont définies avec des bonus à lacet d'une part, et de la réduction de dommages, du RD. Alors, beaucoup plus que en prenant les simples règles optionnelles de Pathfinder Unchained, où il vous propose par exemple un personnage qui aurait une armure de cuir qui lui donnerait donc une AC 12, bien il prend les plus 2 de son armure, il divise par 2, donc là ça lui donnerait 1, et il aurait 1 de DR, et une AC 12 en admettant qu'il n'ait pas de bonus de dextérité. Là, on atteint très vite, avec également le jeu des superpositions d'armure, qui moi me paraît beaucoup plus judicieux en termes, encore une fois, de simulation. On peut avoir des armures qui protègent à chaque coup de jusqu'à 9 points. 9 points d'armure. Alors, à contrario, les armes ont également un facteur de pénétration. Et selon l'arme utilisée, on va pouvoir gommer une partie de la réduction de dégâts des joueurs. Et en plus, elles font beaucoup plus de dégâts. Par exemple, l'épée à deux mains, elle est à 1 des 12. Et on a même la Great Sword, la plus grosse épée qu'on puisse trouver, elle est à 1 des 10 plus 1 des 8, plus la force du personnage. Donc vous voyez que même si vous avez un personnage en face qui est avec un haubert de maille, un casque, et en dessous par-dessus une cuirasse par exemple, avec ses 8 ou 9 points de protection, vous voyez quand même que vous allez arriver à lui grignoter des points. D'autant que le minimum, lorsqu'on touche un personnage, c'est qu'on lui enlève 1 point de vie. Donc quand bien même vous avez un personnage bardé avec une armure très élevée, avec un DR très élevé, finalement, en grignotant, vous allez pouvoir petit à petit lui grignoter des points malgré tout. Il faut savoir également que j'ai rajouté quelques petites règles maison. Lorsqu'on fait un coup critique, à ce moment-là, l'armure va diminuer son DR de 1. C'est-à-dire que si la façon dont vous êtes vêtu vous protège à un DR de 5, après le premier coup critique, votre DR passe à 4. Et j'autoriserai des jets de etc. Et j'autoriserai des jets de crafting, bien sûr, pour pendant le downtime, par exemple, ou des périodes un peu plus calmes, que les personnages puissent réparer leurs armures, détordre leurs boucliers, etc. Tout ce qui va bien. Alors sur les boucliers, ce qui est intéressant, c'est que les boucliers, eux, ne rajoutent que de l'AC et pas de facteur de protection. Donc voilà, ça c'est encore quelque chose d'un petit peu différent. Donc j'espère que tous ces éléments vont un petit peu changer, nous amener un petit peu ailleurs
de la dernière campagne qu'on vient de faire en Golarion Pathfinder, un peu straight, on va dire. Sachant que ce qui est intéressant aussi avec ces armes-là, c'est la réévaluation des armes à projectiles de type les arcs, certains arcs exotiques. Alors eux, non seulement, je crois que le plus balèze a un facteur de pénétration de 6, donc une armure de cuir qui vous fait 4 de DR, elle est complètement ignorée dès le début. Hein, on passe, la flèche passe au travers. Par contre, c'est des flèches assez lourdes, donc elles vont moins loin que certains autres arcs. Et puis, évidemment, plus vous tirez à des seuils de distance, à des seuils de portée importants, plus votre DR progressivement diminue. C'est-à-dire que si vous touchez jusqu'à 10, vous pouvez tirer jusqu'à 10 fois la portée indiquée dans la table de l'arme. Donc je crois qu'il y a un arc, c'est 80 pieds par exemple. Si vous tirez à 800 pieds, bah, au lieu d'avoir un DR de 5, vous aurez plus de DR du tout, quoi. Donc voilà, bon, c'est très rare hein, que les personnages jouent les snipers et se mettent à 800 pieds pour tirer des coups d'arc. Je crois que dans toute ma carrière de rôliste, j'ai dû le voir une ou deux fois sur des situations bien précises du type on fait le siège d'un château, on essaye de dégommer le gars qui tient la balise, ou le capitaine qui donne les ordres sur le haut des créneaux. Voilà, mais c'est très 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 rare. Donc là, les armes projectiles deviennent vraiment intéressantes. Je voulais aussi revenir à ce qui moi me paraît important. Une patrouille de garde vous tombe dessus, par exemple. Vous êtes mis en joue par 3 archers. Bon, je pense que vous vous rendez. Hein. Ou alors vous avez de grandes chances de finir lardé de flèches et avec un personnage décédé. L'autre chose encore que j'ai rajouté... Voici quelques informations. L'autre petite chose que j'ai rajoutée également en termes de règles maison, c'est une règle de fatigue de combat. C'est-à-dire que là encore, moi je vais essayer d'avoir quelque chose de cinématique. Quand vous regardez bien certains films où ça se bat avec des armes assez lourdes, du type de la masse ou de l'épée à deux mains, au début du combat, les deux combattants, ils sont frais, ils y vont, ça réagit tout de suite. En 20 secondes, vous avez plusieurs passes d'armes, les épées se croisent plusieurs fois, ça frappe, ça porte des coups d'estoc, coups circulaires, etc. Et puis plus le combat avance, plus les gars qui ont des grosses armes commencent un petit peu à ralentir la cadence, parce que, bah oui, voilà, au bout d'un moment, c'est très fatigant. Manier une épée à deux mains, même si le combat dure 1 minute, ce qui est déjà un beau combat, hein, c'est 10 rounds, et avec les règles de point de vie qu'on a fait, je pense pas qu'on ait beaucoup de combats qui tiennent les 10 rounds. Vous terminez, si vous êtes avec une épée à deux mains, vous terminez littéralement sur les genoux. S'il y a besoin d'enchaîner ou de courir ou de prendre une fuite derrière, à mon avis, vous êtes pas dans un très bon état pour y parvenir. Donc à partir du 6e round, je demande au personnage de faire un jet d'endurance. Et si ce jet d'endurance est raté, eh bien, pour le round d'après, ils perdront une des 3 actions qu'ils ont le droit de faire. Si c'est un critique, s'ils perdent avec une marge supérieure à 5, ils perdront une 2e action. Si c'est un critique, ils perdront tout le round. Voilà. Petite mécanique qui se mettra en place, qui j'espère va permettre de faire un peu fleurir les combats. Peut-être également changer un peu la règle d'initiative. Je vais proposer à mes joueurs quelque chose d'un peu nouveau, plutôt que de tirer les initiatives et puis vraiment de respecter l'ordre d'initiative de chacun. Voilà, ce qui est un peu fastidieux parce qu'il faut demander tous les personnages, etc. On va tirer une initiative. Moi, je vais tirer pour les PNJ ou les monstres que je joue. Les personnages vont tirer et ensuite on partira de celui qui a le plus fort. Donc, si c'est moi qui commencerai le round. Et ensuite, on partira de celui des personnages qui a le score le plus important et nous suivrons l'ordre de la table. Un coup dans un sens, un coup dans l'autre pour varier. Et je trouve que c'est pas mal parce que ça va permettre de retirer une initiative à chaque tour, donc de rompre un peu le combat. Et puis ça va permettre également de niveler un peu la chose et de pas faire en sorte que le personnage qui a toujours le plus en initiative joue toujours avant les autres, parce que ça c'est un peu bon. Moi j'aime pas trop la façon dont on calcule l'initiative en ne tenant compte que de la dextérité. Je trouve que c'est pas très
encore une fois, en termes de simulation, je trouve ça pas terrible, ça fonctionne au niveau des mécaniques. Donc voilà, donc je pense que sur les premiers combats, je vais leur proposer cela, on verra ce que ça donne. Et puis également, pour essayer de mettre un peu de rythme, toujours les inviter à tirer en même temps leur attaque et leur jet de dégâts, et à me faire une petite narration très brève, et à me donner ensuite 2 chiffres, le premier étant la valeur d'AC qu'ils touchent, le deuxième étant le nombre de dégâts. Ça paraît peu de choses, mais en fait ça permet quand même de bien fluidifier les combats. Ce que je vais essayer de leur demander aussi, c'est de varier un petit peu l'éternelle question, plutôt que de faire une phase de déclaration qui invite trop les joueurs à la réflexion au moment où on leur pose la question, et qui fait que souvent on perd du rythme. Eh bien, je vais tout simplement leur demander « Qu'es-tu en train de faire ?» Alors c'est une petite, c'est un petit truc, j'ai vu ça dans une vidéo américaine là, de quelqu'un qui proposait cette petite chose en mettant le doigt sur le fait que c'est pas du tout la même chose, ça paraît un détail, mais c'est pas du tout la même chose de demander à quelqu'un « Que vas-tu faire ?» Parce que là, la réponse va être dans l'élaboration. Donc si vous jouez avec des battle maps, le gars va commencer à compter les cases, regarder quel sort il peut utiliser, s'il a des armes, à quelle portée il peut tirer, etc. Et là, bah vous êtes sûr d'avoir un combat finalement qui va pas être ce que j'ai envie d'essayer d'émuler à la table. Par contre, si vous arrivez sur le personnage et vous lui dites « Qu'es-tu en train de faire ?» ça sous-entend qu'il est déjà en train de faire quelque chose. Donc déjà, ça fait le lien, ça évite le côté tour, jeu vidéo. Et puis, je pense que petit à petit, ça va mettre les joueurs dans cette logique-là, qui est une logique qui, moi, me semble aller dans le bon sens. D'autant que si le personnage n'est pas en mesure de décrire immédiatement ce qu'il est en train de faire, eh bien, je passerai son tour, j'irai au personnage qui a le tour d'initiative suivant, y compris si c'est moi. Je jouerai donc les adversaires, et je reviendrai au personnage juste après. S'il n'est toujours pas en mesure de me narrer ce que son personnage est en train de faire, et cela jusqu'à la fin du tour. Et si à la fin du tour, il n'est toujours pas en mesure, bah, il aura passé ces 6 secondes de round, en fait, à réfléchir, à danser d'un pied sur l'autre, pour éventuellement jauger la situation. Ce qui n'est pas non plus forcément une erreur. J'en ai discuté un peu avec mes personnages. Moi, j'ai remarqué qu'en fait, dans ces jeux un peu tactiques, type tous les D&D-like, en fait, Pathfinder, D&D, Héros et Dragons, voilà, tous ces trucs-là, le problème qu'on a, c'est que bien souvent, donc les joueurs sont dans l'élaboration et prennent beaucoup trop, au moment où ils doivent annoncer et faire de la narration, en fait, ils passent dans autre chose. Ils passent dans de la réflexion et de la mécanique. Et donc du coup c'est compliqué, c'est complexe, etc. Et puis il y a ce côté, c'est trop morcelé. Donc on va essayer d'amener autre chose à la table. Voilà, le joueur qui n'aura rien, qui se sera fait avoir 1 ou 2 fois parce que il n'a pas pensé à ce qu'était en train de faire son personnage. Croyez-moi qu'à mon avis, la fois d'après, il dira quelque chose, y compris s'il n'est pas en mesure, s'il ne connaît pas les règles pour la résolution. Je prendrai ça, j'essaierai de prendre ça à ma charge, afin de décharger les joueurs et que vraiment ils puissent se concentrer un petit peu sur leurs actions. D'autre part, peut-être l'erreur est-elle de vouloir narrer en fait ce qu'on fait. Si on veut amener de la fluidité et de la cohérence et un côté cinématique dans le combat, je vais m'attacher à essayer de plus décrire en fait entre les actions ce qui se passe, comment l'action passe de tel endroit à tel autre. Beaucoup plus, à mon avis, c'est là qu'on peut amener de la narration peut-être plus porteuse en termes d'images cinématographiques, de ressenti, etc., que sur la description des coups, où de toute façon, aucun des joueurs présents à la table n'étant un épéiste confirmé, ni même un historien capable d'avoir vraiment énormément de vocabulaire et de coups en tête, etc., on est un peu vite limité. Donc il faut trouver comme ça, je vais essayer de trouver des astuces pour bien essayer de rendre ce côté-là. Encore une fois, hein, c'est comme à chaque fois en début de campagne, c'est un peu comme la nouvelle année. On se dit, on va essayer de bien faire les choses, de proposer les choses, d'amener la proposition un peu plus loin, et puis on verra bien ce que ça donnera. Je croise les doigts, Chrome puisse m'entendre. J'espère que tout se passera pour le mieux.
Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous dis à bientôt pour une prochaine chronique Taraborien. Au revoir.